podcast. Affaire Simone Weber, épisode 7. Simone en majesté. Cela fait maintenant 2 semaines que s'est ouvert le procès de Simone Weber. Nous en sommes à mi-parcours et les débats sur le meurtre présumé de Marcel Fixard sont arrivés à leur terme. Il est déjà clair pour la défense comme pour l'accusation que ce premier dossier risque fort de rester irrésolu, faute de preuves. Le 16 février 1991, le journaliste José González dresse un bilan de ses premières audiences sur France 3 Lorraine et évoque une Simone très coriace, qui semble déjà avoir remporté cette première manche. Simone Weber agace, sème le doute. Toutes les preuves montrent qu'elle a pu assassiner Marcel Fixard. Mais après tout, peut-être a-t-elle seulement mis à profit ce décès. Il n'existe aucune preuve de l'acte d'assassinat. L'accusé, après des semaines de procès, tient toujours bon. L'affaire Bernard Etier, en revanche, est bien plus accablante pour Simone, même si la partie est loin d'être jouée. L'impétueuse Madame Weber a parfois le plus grand mal à expliquer de manière convaincante les faits qui sont exposés. Le 12 février 1991, le chroniqueur judiciaire François Foucard rapporte pour France Inter une des premières difficultés à laquelle se heurte l'accusé dans cette seconde affaire. Elle s'explique sur l'arsenal retrouvé chez elle, parce que l'accusation pense aussi que l'accusé aurait tué son amant d'une balle dans la tête. 3 carabines 22 longs rifles et des silencieux retrouvés chez Simone. Ces armes ont servi, on a même retrouvé une douille percutée. Pourquoi ? Parce que, dit-elle, j'avais été cambriolée. J'ai racheté une arme croyant avoir perdu la première. Le silencieux, parce que j'ai horreur du bruit. Enfin, Bernard Etier avait essayé les armes. Bref, elle pense que tout cela est bien naturel. Simone est désarmante de mauvaise foi. Comme le dit l'expression populaire, la tête sur le billot, ou presque, elle n'avoue rien. Justement, dès le lendemain, la cour aborde un autre sujet très perturbant, celui de la fameuse meuleuse tronçonneuse louée par Simone juste la veille de la disparition de Bernard Etier. Le même chroniqueur rapporte de nouvelles incohérences dans la défense de Simone le 13 février. Elle tient un discours peu convaincant en disant « En fait, je n'ai pas utilisé cette meuleuse. J'aurais voulu qu'elle serve à couper des bordures de béton dans mon jardin. J'aurais demandé à Bernard qui m'a dit « Oh, n'y touche pas, tu te couperais une jambe. » On se doute que la salle fait « Oh !» En fait, on a retrouvé la meuleuse soigneusement nettoyée dans la voiture de l'accusé, mais pas les disques qui ont été volés dans ma voiture, dit-elle. Alors 2 questions importantes. Si elle ne s'est pas servie de la meuleuse, pourquoi le disque qui était fixé n'y est-il plus ? Et puis, il paraît qu'il n'y a que 4 cm et demi de coupe avant d'arriver au carter. Or, disons le mot, l'os d'une cuisse fait bien plus. Pourtant, on a fait des essais et ce n'est pas impossible. Entre 2 experts, le défilé des proches continue. Après la fratrie de Simone, c'est maintenant au tour de sa fille, Brigitte, de comparaître. Elle est visiblement émue. Elle ne fait pas partie de la meute qui accable l'accusé. Elle voudrait sincèrement aider sa mère. Pourtant, involontairement, elle va fournir un témoignage à charge, comme l'explique toujours François Foucard le 14 février. Il y a aussi dans un tel procès des instants d'émotion. Par exemple, la comparution de Brigitte, 34 ans, fille de Simone Weber. Devant sa mère dans le box, elle pleure. Simone, qui est fâchée avec à peu près tout le monde, était aussi en mauvais termes avec sa fille, mariée et habitant Épinay près de Paris. Or, le 30 juin 85, une semaine après la disparition de Bernard Etier, elle arrive à l'improviste et demande que le mari de Brigitte se fasse passer pour Bernard Etier afin d'obtenir un certificat médical d'arrêt de travail, ce qui est fait. Pour l'accusé, il s'agissait alors de préserver
conserver l'emploi de Étier dans l'attente de son retour. Mais il y a autre chose. Non seulement elle est venue de Nancy dans une voiture très chargée, dont elle refuse d'ouvrir le coffre pour y mettre un colis, mais surtout, elle demande à sa fille, peut-on retirer de l'argent partout avec une carte bancaire établie à Nancy? Et encore, ça semblerait bizarre que Bernard Étier ne retire pas de l'argent de son compte. Or, à 5 reprises, la carte de celui-ci a été utilisée à Metz. Bien entendu, Simone a des explications. Elle dit qu'elle a parlé de sa carte, mais pas de celle d'Étier. Et comme il est question des sentiments maternels de Simone et que la salle ricane, Maître Garot s'en prend avec une rare violence au public, le traitant de lâche. Simone doit ensuite affronter son premier mari, Jacques Thuot, un ancien pompier qui, en l'occurrence, n'hésite pas à attiser le brasier des débats. Le 16 février, les caméras de France 3 Lorraine recueillent ses réactions, juste à la sortie de la salle d'audience. L'ambiance est au règlement de compte familial. Jacques Thuot, son premier mari, raconte comment sa femme l'a fait enfermer 8 jours chez les fous. Plus tard, alors qu'ils étaient déjà séparés, elle est entrée dans son studio et a tout emporté, meubles, vaisselle, vêtements. Il ne restait même plus une paire de chaussettes. Simone Weber ne se démonte pas, son époux menait une vie de patachon, c'est un monstre. Jacques Thuot quitte l'audience plutôt en colère. C'est vrai, tout des mensonges. Coupable qu'elle est. Je m'entends vous le dire. En partant, il rencontre sa fille Brigitte, la prend à témoin sans prendre de gants. T'as entendu comment qu'elle est avec nous? Brigitte, ne te cache pas. Dis la vérité. Cause. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience, les incidents seront les virgules de ce procès. Cependant, même les témoins les plus remontés contre Simone sont nerveux. Ils ont tous peur d'être houspillés ou carrément insultés, ce qui semble être une sorte de seconde nature chez Simone. Nicole est ainsi qualifiée de vermine par sa sœur. Et alors qu'il est venu livrer son expertise de l'inculpé, le psychologue Francis Scherrer en prend aussi pour son grade, élégamment taxé de pourriture. Simone est sans filtre, comme disent pudiquement ses défenseurs. C'est d'ailleurs une cliente si déconcertante que même ses avocats en font les frais. François Foucault, moi je voudrais bien savoir ce qu'elle fait avec ses avocats, parce qu'elle en a usé combien? 27. Alors le chiffre varie entre 25 et 27. Il y a eu les plus célèbres. Je ne sais pas si je peux ici dire un mot de Maître Vergès. Bien sûr. Mais tant pis, ce mot va être dit. Maître Vergès, elle l'a lâché parce que Vergès avait dit « Oh, Simone Weber, c'est à la fois les couilles de Landru et les ovaires de Marie Bénard. » Bon. Alors, ça n'a pas plu à Simone qui a dit « Je largue Maître Vergès, je n'en veux plus ». Elle en a usé 25, dont de très célèbres, comme, je ne sais pas, Jean-Louis Pelletier, par exemple, et beaucoup d'autres. Alors actuellement, c'est Maître... Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé, le dossier leur paraissait trop compliqué, ou bien la personnalité de Simone Weber était telle que... La personnalité, vous savez, moi, il m'arrive souvent de voir Maître Garot qui me dit « Bon, allez, il faut que j'y aille avant l'audience, je vais aller la voir, je vais me faire engueuler, probablement. » Enfin, elle est comme ça, hein. Maître Vergès congédié pour vulgarité par Simone, il fallait oser. Madame Weber ne se démonte pas, elle n'est pas impressionnable. Elle reste stoïque jusqu'au bout, alors que s'annonce la fin prochaine de son procès, comme le constate le journaliste Claude Guillemin en ouverture de son journal de France Inter le 26 février 1991. Simone Weber n'a pratiquement pas cessé de sourire et elle a pris beaucoup de notes ce matin à son procès à Nancy. Et pourtant, les 2 avocats des parties civiles ont été accablants, François Foucard. Pour Maître Walzer, qui traite le dossier Étier, il n'y a aucun doute. Celui-ci a été assassiné le 22 juin 85. Rarement dans une affaire criminelle, dit-il, il y a eu autant de signatures. Suffit-il de nier, de dissimuler un cadavre pour ne pas être condamné? Non. Et le peu d'aveux concédés suffirait à emporter la conviction. Et l'avocat remonte alors le dossier en partant de cette constatation. Le soir de la disparition, l'accusée est la seule à tenter de dissimuler, mais la seule à ne pas le chercher, et pour cause. Tout l'accable, dit-il. Ensuite, Maître Lombard qui affirme « La vérité maintenant ne se refuse plus. Un procès trop long, peut-être, mais qui nous a donné tout le temps de nous convaincre. Pour lui, les mobiles sont évidents. Elle redoute la médiocrité, la pauvreté, et elle monte un piège afin de tuer le vieux Fixard
pour son argent. Et puis, elle aspire à la stabilité. Elle se fixe sur un homme-objet et c'est la détresse d'un amour sans espoir qui l'a fait tuer Étier. Et Maître Lombard soupire. Pourquoi n'a-t-elle pas avoué? Nous aurions pu alors tenter de comprendre. Simone écoute, prend des notes et parfois sourit avec un rien d'ironie. Cet après-midi, réquisition, l'avocat général demandera sans doute perpétuité, mais Simone a 60 ans, alors ce sera pour le principe. Le procès de Simone Weber va bientôt s'achever. Le verdict va tomber. Alors, comment va se terminer ce grand procès-spectacle? Et comment Simone Weber, plus tragédienne que jamais, réagira-t-elle à l'énoncé qui scellera son sort? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.